Je n'en reviens pas que ça y est, on va pouvoir enfin en finir avec cette année qui était, en termes de film, vraiment très gueuse. Donc accrochez-vous les gars parce que... Ah, je vous jure ça va chauffer, je vous jure ça va chauffer. Bonsoir tout le monde, c'est Satire, et au monde, c'est Satire. Je lève mon verre. Ah là 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 là, pas recommencer. Il a l'air complètement traumatisé. Je peux pas venir à coup de ouais, mais attends, le film il est beau, mais après qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte rien. Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Red Satire. Aujourd'hui le flop 10 de 2023, ça y est les gars, enfin on aborde ce sujet là. Cette année sachez que c'est la vidéo qui m'a le plus démangé de faire tout le long de l'année. Je n'ai pas arrêté d'y penser, ça fait depuis quasiment le mois de mars que je n'ai pas arrêté d'y penser, sérieusement. Franchement les gars, rien que cette année, faut le dire, hein, on a vraiment bouffé de belles grosses merdes. Au début je savais pas du tout ce que je voulais mettre, mais bon, ça c'est au fil de l'année qui a pu suivre et qui a pu me faire dire que franchement il y a pas mal de places qui pourraient me tenter cette année. Et vraiment il y a eu beaucoup, mais alors beaucoup de choix. Dites-vous que à la base cette vidéo devait être littéralement un flop 15 de l'année, mais bon je me suis dit, vu qu'on a parlé d'un seul film et que ça a duré un quart d'heure, une demi-heure par moyenne à chaque fois qu'on parlait d'un film en vidéo, alors je me suis dit ouais, 15 films dans une seule et même vidéo, ça va peut-être être un peu trop long. Donc du coup, on va se modérer à 10, ça me paraît déjà pas plus mal non plus. Je sais pas du tout si cette vidéo sortira le 30 décembre à l'heure où je vous parle, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle sortira le 30 décembre. Ou au pif, pas grave, elle sortira le lendemain, mais ce qui est sûr, c'est que vous allez vraiment vous amuser devant cette vidéo parce que croyez-moi, j'ai déniché des pépites sa mère. Ah, vous êtes vraiment pas prêts. On va s'amuser à bien les taillards tout le long de la vidéo, vous allez voir. Évidemment, je rappelle les règles que cette liste est complètement subjective. Ça veut dire que si tu te plains que t'as pas ton pire film préféré dans la liste, c'est pas si grave que ça. En gros, t'attends pas à ce que je mette Transformers Rise of the Beast dans cette liste-là, parce que c'est pas du tout un mauvais film et au contraire, il sera dans le top de l'année, ça c'est sûr. Ensuite, on parlera vraiment que des films qui sont sortis en 2023. Quand je dis 2023, c'est vraiment que l'année 2023, à savoir du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. J'espère qu'on est clair pour vous, même si bon, tous les films sortent les mercredis ou les vendredis. Je pense que... flemme un peu de tout. Ensuite, je préfère être précis. Nous allons vraiment décortiquer chaque film dans un ordre bien précis. À savoir que l'on va commencer par le meilleur des pires films de cette année. Voilà, un film nul à chier dont... voilà, qui aura pas fait grand bruit non plus. Mais on va se dire que voilà, ce sera une grosse merde quand même. Mais... voilà, tranquille, il y a pire. Et ensuite, on va descendre petit à petit, numéro après numéro, jusqu'au numéro 1, où vous vous en doutez, ce sera le pire film de l'année. Bien évidemment. D'ailleurs, je vous invite à ne pas être d'accord avec moi, bien évidemment, mais si vous avez votre propre liste des pires films de l'année en commentaire, n'hésitez pas à le noter sur ce dernier. Comme ça, au moins, on pourra partager notre pire frustration et nos pires haines à ce sujet. J'espère en tout cas que j'ai été assez clair sur le sujet. Et nous, qu'est-ce qu'on attend? Pourquoi est-ce qu'on perd autant de temps comme ça? On voit même pas l'horloge à cause de la luminosité de la caméra. Qu'est-ce qu'on attend pour y aller? On sait même pas quel temps il est. Bah du coup j'ai une montre qui montre l'heure et une qui confirme l'heure au cas où. Bref, on commence immédiatement cette vidéo parce que sinon on la commencera jamais. Sur ce, et bah c'est parti, qu'est-ce qu'on attend? La communication de ce film m'échappe complètement parce que absolument personne n'en a parlé, même pas ta grand-mère qui est au courant des actualités, mais vas-y c'est un autre détail. Prendre un grand acteur, ça peut souvent avoir des bonnes choses, mais bon, avouons-le, ça peut aussi avoir de très mauvaises choses en général. Et ce film-là, ça en est le parfait exemple, puisque le film dont on va aborder aujourd'hui, c'est un petit peu le Last of Us version Wish mélangé avec un style à la Jurassic Park, à savoir 65, la Terre d'avant, qui... de toute la liste est le meilleur, ça vous vous en serez douté. Bon, pour ceux qui savent pas exactement ce que c'est que 65, la Terre d'avant, disons que c'est un peu l'histoire du personnage d'Ada Driver qui vit sur notre planète aux côtés de sa famille et tout ça, sauf que comme sa fille est malade et qu'il doit avoir de l'argent pour la faire soigner, elle décide de partir sur une planète qui, comme de par hasard, s'avérera être la Terre d'il y a 65 millions d'années, ce qui fait que du coup on peut s'élaborer plein d'autres théories en mode ça veut dire que nous les êtres humains, on est des extraterrestres pour cette planète et aussi pour la coloniser, pour pouvoir y habiter dessus et tout. Et... bon voilà, en gros t'as compris là-bas. Sauf que comme son vaisseau s'est heurté face à un astéroïde, il va être obligé d'atterrir sur Terre et de séjourner dessus pour pouvoir survivre. Et comme de par hasard, tous ses potes sont morts, sauf une petite fille, parce qu'il faut bien faire le plagiat de The Last of Us, je vois aucune autre explication les gars. Histoire de rajouter une petite cerise sur ce putain de gâteau, l'astéroïde qui a heurté notre Terre il y a 65 millions d'années va, comme de par hasard, se heurter à notre planète.
Tu sens déjà sur le synopsis que l'idée paraît un petit peu bancale là. Bon après j'abuse un peu, mais en général, dès que tu lis ce synopsis, bah tu vis vraiment dans deux écoles. Soit tu te dis, ça peut être original et ça peut proposer quelque chose de très bien, hein, qui sait, hein, surtout avec une tête d'affiche comme Adam Driver qui a fait Kylo Ren dans Star Wars, franchement ça peut donner de la gueule. Ou alors tu peux soit appartenir à la deuxième catégorie où tu te dis, ça va être un nanar vraiment fun mais pas trop non plus, ou vraiment tu sais pas du tout où ça va aller mais je m'attends vraiment à quelque chose de nul. Et ce film, vous vous en doutez, correspond à la deuxième option. Tu t'attendais à quoi, hein, pourquoi est-ce qu'il serait dans le top sinon, hein. L'histoire est franchement bancale, hein. Les personnages sont insipides et développés, c'est-à-dire qu'ils sont pas développés du tout. Ensuite le climax arrive comme ça et arrive aléatoirement. T'as même des scènes qui s'enchaînent un petit peu aléatoirement et pourtant c'est vraiment dommage parce que le film commençait très bien dès le départ. On avait les intrigues qui étaient saupoudrées avec nos personnages principaux qui étaient très bien développés. Il y avait chacun leur histoire. On avait même un développement un petit peu à la The Last of Us, ce qui aurait pu être un bon truc, soyons honnêtes. Vraiment les gars, les effets spéciaux de ce film soit sont bancals, soit sont pas très réalistes, ou soit nous font sortir du film. Et en dehors de ça, l'aventure qu'on vit sur cette planète Terre est franchement pas très intéressante, à part mettre des dinosaures dessus. Franchement, tu peux mettre des animaux sauvages, ou tu peux faire passer le film sur une autre planète que la Terre, ou alors tu peux le faire passer dans un autre enfer, ou même en plein milieu d'une ville, où t'as plein de criminels qui veulent violer une petite fille et tuer un grand homme âgé d'une quarantaine d'années, que ce serait exactement la même chose. Tellement le film paraît creux au possible quoi. Et le coup de l'astéroïde qui est sur le point de s'écraser sur nos héros à la fin du film, franchement, je peux peut-être prévenir qu'il y aura des spoilers de certains films, mais au vu de la qualité de ceux dont on va parler, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je vous préserve des spoils sérieusement? S'il y a bien un truc sur lequel 65, la Terre d'avant, pourra correspondre, c'est qu'il appartient à l'âge de pierre, alors qu'il vient à peine de sortir. Parce que oui, l'âge de pierre c'est l'âge des dinosaures, tout ça, du coup il sera fossilisé et tout, et... je floppe dans mon flop là, ça devient catastrophique là. Ce film est complètement con et complètement barré. Et j'aurais pu dire que c'est le genre de film qu'on aime bien regarder, tu sais, c'est comme le burger du McDo. Tu sais très bien que c'est pas bon, que c'est gras, que les steaks sont mal cuits, que le fromage est mal fondu, que le pain manque de saveur, bref, que franchement les burgers c'est mal foutu ou quoi. Mais tu peux pas t'empêcher de le manger parce que tu sens qu'il y a quand même de la saveur et tu te dis, allez, pourquoi pas. Mais là, vraiment, ce film, il m'a eu dans ma propre médiocrité et me fait dire que... c'est bon, même les films les plus cons au monde, je suis même pas capable de les prendre au sérieux. Et j'aimerais pouvoir prendre les films au sérieux des fois, parce que vraiment, ça devient catastrophique à ce stade. Le numéro 9 de ce flop, il s'agit là de Crazy Bird ou Cocaine Burn, hein, pour ceux qui préfèrent. Mais bon, j'ai pas pu prononcer le mot cocaïne parce qu'il fallait bien que je respecte mon ramadan lorsque j'ai fait la préséance de ce film. Crazy Bird, Bear ou Beer, disons que ça raconte un peu plus ou moins l'histoire d'un ours qui est saupoudré de cocaïne dans les années 80 parce qu'il y a eu des livreurs de cocaïne qui ont été complètement teubés et cons parce que soi-disant la cocaïne c'est trop bon. Tu sens déjà que le scénario va être bien là déjà. Après, quand tu dis que c'est la réalisatrice de Mamma Mia, t'attends pas de la qualité ma gueule. Ne t'attends à absolument rien de ce genre de film. Attends-toi juste à avoir de la grosse merde. Et je suis sûr que tu seras satisfait de cette grosse merde. J'ai hésité à mettre soit 65, la Terre d'avant, ou soit Crazy Bird dans la 9ème position. Mais je pense que Crazy Bird a beaucoup plus de défauts parce que, vas-y, ça sent que ça veut pas être un bon film. Ça veut juste être une grosse merde. Et on peut dire que ça l'assume, mais des fois pas vraiment, parce qu'il y a des fois où j'ai l'impression qu'il veut se prendre au sérieux, mais pas trop non plus. Il y a des fois où tu sens que on prend les personnages pour des cons, mais pas vraiment non plus. Bref, tu sens que... tu sens pas que ce film est naturel en fait, c'est ça le problème. Si vous voulez avoir plus de détails pour voir cette vidéo, allez voir ma vidéo qui cette fois-ci ne me montre pas complètement défoncé, ça ne vous inquiétez pas. Par contre, je veux bien manger de la farine parce que, voilà, la farine ça c'est bon, ça ressemble peut-être à de la cocaïne et j'espère que c'est ce que les acteurs ont fumé à ce moment-là. Parce que voilà, la cocaïne, c'est pas bon, on est d'accord hein. Et je suis sûr que c'est ce que les scénaristes et directeurs, réalisateurs a dû Et en parlant de ça, je me fais bégayer tout seul, c'est trop. Et en dehors de ça, moi ce qui m'a fait sortir du film et ce qui me fait rendre compte qu'en fait 65 c'est peut-être mieux que Crazy Bird, c'est que il y a tellement d'intrigues secondaires par-ci par-là. On se croirait dans Game of Thrones, c'est genre où t'as plusieurs intrigues principales qui suivent plusieurs personnages différents. Mais ça par contre j'en ai vraiment ma claque, chenant.
peux plus de suivre plusieurs intrigues en même temps. Genre, vous pouvez pas juste vous contenter d'une seule histoire. Je veux dire, on peut reprocher ce qu'on veut à 65, mais 65 au moins, il y avait juste deux personnages que l'on devrait suivre. C'était clair, simple et précis. On peut pas leur en vouloir sur ça. Mais Crazy Bird, on suit plusieurs personnages en même temps. On suit le méchant principal qui veut retrouver sa drogue. On suit d'autres personnages principaux qui eux veulent savoir ce qui arrive à leur drogue. On suit des forestiers qui au final vont se faire bouffer. On suit une hospitalière qui va se faire exploser son ambulance aussi parce que pourquoi pas après tout. Et on va suivre aussi des scouts qui eux aussi, qui va voir sa femme se faire bouffer, mais pas trop non plus parce qu'au final elle va se faire arracher ses membres et vas-y, ce film n'a déjà pas assez de sens, alors vas-y. Mais bon, après, je peux lui pardonner sa médiocrité parce que c'est le but d'un film comme ça en général. Être médiocre et ce, peu importe ce que les critiques peuvent en dire. Et puis, si vous avez aimé ce film, je vous en voudrais pas. Mais vas-y. Ça, ce genre de film, je n'en peux plus. Faites-moi changer de disque s'il vous plaît parce que je vais finir par craquer. Déjà, rien que la fatigue, on sent que... voilà, je parlerai un jour des films chasse à l'homme à ce sujet, ne vous inquiétez pas. En numéro 8, on va vraiment parler de la grosse fraude de cette année. Enfin, je dis fraude, mais bon, je dirais pas non plus grosse arnaque ou grosse fraude. Non, ça c'est plus Rebel Moon, hein, mais bon, il est de toute façon, je vous spoil, mais il sera pas dans la liste malheureusement, même s'il aura failli, hein, vous verrez à quelle place. Mais en tout cas, vraiment, ce film... Franchement, je sais même pas pourquoi est-ce qu'il existe et je veux bien, c'était bien tenté par contre. Vraiment, c'était bien tenté d'avoir tenté de faire un film... bon, voilà, j'insiste sur ces termes. Et vous allez voir que ce film-là, il mérite amplement ce top. Et je sais que certains d'entre vous l'ont beaucoup aimé celui-là pour des raisons que j'ignore, voilà, sûrement parce que c'est le réalisateur d'un film que tout le monde aime, du coup faut forcément aimer les films qu'il fait, peu importe ce qu'il fera. Il s'agit là de The Creator qui met en tête d'affiche notre George David Washington national. Qui est vraiment dommage parce que The Creator, parmi la catégorie des films mauvais, c'est le film que je range dans la catégorie des potentiels gâchés parce que t'as une histoire super incroyable et intéressante avec des effets spéciaux super bien foutus, surtout en pleine période où vous allez voir que niveau effets spéciaux c'est pas terrible. Et vraiment l'histoire principale de ce film m'échappe complètement. Mais complètement, parce que sérieusement, c'est quoi ça? C'est quoi cette histoire principale? Ça raconte l'histoire d'une femme robotisée avec des espèces de Bouddhas qui sont eux aussi robotisés pour des raisons dont tu sais pas pourquoi. Et d'un coup t'as la Chine qui envoie... l'histoire est tellement bancale et tellement mal écrite, il y a tellement des trucs qui sont faits partout qu'à un moment donné tu te dis... Mais qu'est-ce que c'est que ce film de merde? Et ça correspond parfaitement à ce que le réalisateur a voulu dire à ce sujet. Genre le gars il a juste préféré une excellente réalisation à un scénario mauvais plutôt que de se dire que il aura pas assez de liberté artistique pour faire son film ou une connerie du genre. Enfin bref, le gars il est en train de chercher une excuse comme quoi son film est mauvais. Sauf que tout le monde sait très bien que ton film est mauvais, Gareth, alors arrête. C'est comme s'il y avait un élève qui venait en classe et qui te disait « Ah moi je m'en fous, moi mon but c'est d'écrire sur mes évaluations parce que j'adore avoir mon écriture sur des contrôles de mathématiques et je m'en fous de savoir la note que j'ai parce que je préfère encore être libre de faire ce que je veux avec les chiffres plutôt que d'avoir de bonnes notes en cours de mathématiques. Ouais !» Ferme ta gueule par contre, parce que si c'est vraiment pour sortir ce genre d'excuses là en plein cours de mathématiques, tu sors, voilà, juste tu sors en fait, parce que t'as rien à foutre là. Si c'est juste pour t'amuser et pas prendre ça au sérieux, voilà, t'as rien à foutre dans cet art, juste casse-toi. Bref, tant mieux que ce film est complètement flop, enfin complètement, ouais, il est un petit peu flop quand même, mais tant mieux quelque part, parce que au moins, il n'y aura pas de nécessité d'avoir une suite, même si le film a coûté très peu cher, mais bon, franchement, Gareth, si c'est juste pour faire des films complètement bateaux où des histoires vont nulle part et partout en même temps, franchement, frère, ça sert à rien d'être là, ça sert à rien que t'ailles foutre ta merde de je sais pas où. Vraiment, frère, casse-toi. Ou alors, améliore-toi, comprends ce que c'est que d'être un bon film. Et après, peut-être, on sera capable de t'accepter. Mais vraiment, Gareth, non, si c'est juste pour ça, voilà, tu sors, en fait, tu dégages. Mesdames et messieurs, ce moment va être très dur à passer, donc ne vous inquiétez pas. Prenez un bon petit pain et un bon petit café, enfin surtout un thé, je pense, ce sera mieux pour vous. Croyez-moi, on va passer ce moment assez dur ensemble, parce que le prochain film dont on va parler, ouais, c'est Napoléon de Ridley Scott. Dans mon appréciation, je me suis attardé sur le film tout entier en particulier, mais malheureusement, je n'ai pas pris le temps de pouvoir m'attarder sur le réalisateur en particulier, parce que si le film est mauvais, cette fois-ci, c'est pas la faute des producteurs ou de quelconque fan qui ont demandé 2-3 trucs ou quoi que ce soit. Non, la faute de la qualitativité du défaut de Napoléon, c'est le réalisateur Ridley Scott.
Le gars, il se dit que oh, je m'en fous de savoir si c'est réaliste ou pas. Moi, je veux juste raconter mon truc sur Napoléon. Et puis, de toute façon, vous les historiens, vous y étiez pas à l'époque de Napoléon. Donc, vas-y, arrête de faire ton papy grincheux. T'as juste envie de raconter ton truc, mais tu sais même pas ce que tu veux raconter toi. Donc, qu'est-ce que tu schlagues, toi? D'ailleurs, faut savoir que c'est Rebel Moon que j'ai failli mettre à la 7ème place, à la place de Napoléon, justement. Mais comme j'ai vu que Rebel Moon avait au moins la décence de vouloir raconter quelque chose et d'avoir une ligne directrice suffisamment claire pour qu'on puisse savoir où est-ce qu'il va, bah Napoléon, c'est pas du tout ce qu'il veut raconter. On sait pas du tout ce qu'il veut aller. On transitionne sur la politique de Napoléon pour ensuite transitionner dans sa relation avec Joséphine. Puis ensuite, on transitionne sur des scènes de bataille parce que bah, cinéma oblige, hein, la bataille c'est spectaculaire en général dans les films, hein, c'est ça qu'aime le cinéma. Ensuite on enchaîne sur les transitions, tu vois Napoléon sodomiser Joséphine, mais genre déjà t'es historien et t'aimes l'histoire de Napoléon. À quel moment est-ce que tu vas te dire j'ai envie de voir Napoléon baiser? J'aime le sexe. Et d'ailleurs au passage, vraiment, vous trouvez les scènes de Napoléon et Joséphine moches et sades? Bah franchement les gars, allez sur n'importe quel site porno, mais genre vraiment n'importe lesquels, vous allez plus prendre votre pied sur des gens qui sont en train de faire des bisous à des pieds, plus que de Napoléon en train de pseudomiser Joséphine, croyez-moi. Puis surtout les gars, moi quand je veux voir une histoire autour de Napoléon, j'ai pas envie de voir Napoléon faire ses coquetteries et faire des batailles nul à chier. Enfin, nul à chier, c'est vite dit, mais quand même, genre la seule chose de qualitatif qu'il y a dans ce film, c'est la réalisation. Mais bon, ça, on n'avait pas besoin de ce film-là pour comprendre que Ridley Scott était un bon réalisateur. Mais bon, vraiment, j'ai l'impression que depuis Alien et Blade Runner et 2-3 films, soyons honnêtes, j'ai l'impression que Ridley Scott ne se renouvelle absolument plus. J'ai l'impression qu'il fait que des films fades. Il n'y a aucun film qui sorte vraiment du lot. J'attends pas à ce qu'il nous refasse en tout cas un Alien ou un Blade Runner ou quoi. Mais vraiment Ridley Scott ces dernières années il est à la traîne. Son Prometheus était nul à chier, mais genre vraiment nul à chier. Et ensuite bah t'as Alien Covenant derrière qui... Bah, Alien Covenant quoi, j'ai déjà oublié ce film les gars. Alors que je me souviens encore de Alien de Retour. C'est là que tu te rends compte qu'il y a un souci. Le gars il se permet de critiquer les historiens uniquement parce que bah les gars ils y connaissent rien en Napoléon. Alors que franchement les gars, je sais pas vous mais moi je me demande exactement c'est qui étudie l'histoire de Napoléon depuis des années et c'est qui a rien foutu sur son projet de Napoléon pour le reste de ses années. Ah moi je dis ça, je dis rien après, t'as vu? Et je sais que je l'ai dit trop de fois dans ma vidéo sur Rebel Moon et forcément sur Napoléon, mais genre vraiment, c'est quoi l'intérêt de sortir une version courte et incomplète pour ensuite enchaîner sur une version longue qui comprend tout ce qui manque? Parce que vraiment... ton film il donne pas envie de Ridley, il donne pas envie du tout. Et contrairement à Rebel Moon, il n'y a pas l'excuse de c'est la production qui a voulu ça. Non, c'est vraiment Ridley Scott qui s'est dit je vais prendre les parties les plus intéressantes du film et les mettre dans la version cinéma. Et ensuite, la version longue, ce sera aux autres de se débrouiller derrière. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Avec tout ça, on peut se dire bon, on a juste vu 2-3 scènes, il y en a peut-être qui manquent tout ça, mais après le reste vraiment ça a pas l'air fameux du tout. Les acteurs, Joaquin Phoenix surtout, il a pas l'air du tout à fond. Même l'actrice qui joue Joséphine, elle aussi, j'ai pas l'impression qu'elle donne de son meilleur. Et c'est pareil pour les autres acteurs, hein. Soit ils figurent tellement on les oublie, soit on retient personne en fait. C'est juste Napoléon et Joséphine qui ont une histoire d'amour. Voilà. 2h30 pour ça, franchement, hein, super, merci, bravo, super, excellent. Si vraiment Gladiator 2 est plus mauvais que ce qu'il veut nous vendre et ce qu'il prétend, cela voudrait dire qu'une seule chose, peut-être, et je dis bien peut-être, qu'il serait temps pour Ridley Scott de prendre sa retraite une bonne fois pour toutes. Après tout, Martin Scorsese l'a bien fait après Killers of the Flower Moon, John Williams l'a bien fait lui aussi après avoir composé la musique de The Fabelman. Je crois que Ridley Scott lui aussi mérite amplement de prendre une pause, comme ça au moins, ça évite qu'il nous pondent d'autres merdes du genre. Comme ça au moins on sera tranquille pour le reste de notre vie. Et ce sera déjà très bien, il n'aura pas à nous faire chier sur des faits historiques, surtout que Gladiator 2, qu'est-ce qu'il va nous raconter? Parce que tout le monde se souvient de la fin du premier opus, sauf ceux bien sûr qui n'ont pas vu le premier Gladiator. Mais bon ça, on en fera un après-film, le jour de la sortie du deuxième opus, sachant qu'à l'heure où je vous parle, ouais y a toujours pas de bonne avance hein Ridley, hein. J'ai hâte que tu nous la produises hein. Je me souviens à une époque, j'étais en train de suivre un rappeur. Genre je suivais un rappeur quand j'étais petit, tout ça, et je le surkiffais et tout. Mais à un moment donné, il s'est mis tellement à pondre de la grosse merde
qu'à un moment donné, sur un des commentaires de ses clips, c'était écrit « S'il continue de creuser, et bah il va finir par trouver du pétrole ». Et bah, pour l'univers DC Comics, c'est exactement ce qui vient de se passer. Et c'est Shazam 2 qui a été le premier à embrocher ce chemin. Bon, on sait très bien que en ce moment chez DC Comics ça va pas fort, hein, surtout cette année où ça a été vraiment catastrophique. Et croyez-moi, ce n'est pas fini, hein, ça c'est sûr. Vraiment, la seule qualité qu'aura ce film, bah, c'est de pas avoir fait pire que le premier opus, au point qu'il me l'a fait littéralement oublier. Et ça, bah ça déjà c'est un petit point positif que je peux lui accorder. Ça au moins c'est bien. Et après pour le reste, mais... Oh là 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 là, mais c'est pas vrai ça, les mêmes erreurs, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il répète ça au moins 20 fois. Tu le dis une fois, c'est bon normalement, et les gens ils ont compris. Dans ce film, il y a des DS qui essaient d'être des DS, mais qui sont désamorcés par une espèce de comic relief qui est Zachary Levi qui joue notre cher Shazam, hein, bien évidemment. Et franchement, à part ça, bah ouais, t'as pas grand chose. T'as juste la famille, c'est important, et ça quelque part, bah c'est bien. Mais à part ça, le reste du contenu est franchement pas ouf. T'as des monstres de la mythologie grecque qui pop de nulle part. Et comme forcément c'est un film qui s'adresse pour un jeune public, à savoir aux enfants, ouais bah forcément faut un petit peu relativiser la chose. Mais d'ici, je vais vous apprendre un truc. Personne ne s'intéresse à Shazam. Absolument personne. Et surtout, c'est totalement par accord avec ce qu'essaie d'engendrer l'univers DC Comics depuis le départ. Au début, DC Comics, ça devait avoir une esthétique un peu sombre et détailler un petit peu le super-héros au milieu de la société, ce qu'il représente, tout ça, etc., etc. Ça avait même certains questionnements sociaux qui étaient vachement actuels, je trouve. Mais là, vraiment, dans Shazam, déjà le premier du nom, il n'y avait rien. Et en plus, au deuxième opus, ils accentuent encore plus la chose et vraiment... c'est ridicule, et même l'humour, même là il tient pas, c'est du même niveau que le premier opus. Et franchement, je pense que ça aurait été mieux de tuer Shazam à la fin du film, parce que tout ça, si c'est juste pour faire revenir Wonder Woman à la toute fin, pour ensuite le ressusciter par on ne sait quel miracle. Surtout qu'en plus de ça, on sait très bien qu'après l'univers d'ici, il n'y aura plus rien d'autre. Non, non, franchement, ça aurait dû se conclure sur sa mort, comme ça, au moins. Il n'y a pas un petit con qui vient se dire, on va faire quelque chose avec ce film. Bref, non, non, non. Il n'y a rien à faire. Vraiment, il n'y a rien à faire. Surtout que peu importe ce qu'on fera avec ce film, tout le monde s'en foutra. Mais vraiment, tout le monde. Mais genre vraiment. Voici, j'aurais au moins encore une fois respecté ma tradition. Parce que vous savez, nous en France, on aime bien les traditions en général. On aime bien le fromage, Noël, le Nouvel An, la galette des rois, la Saint-Valentin, ou encore l'agresseur sexuel d'une célébrité quotidienne que l'on a chaque année. Bref, à chaque fois, on a toujours nos traditions à respecter. Et ben moi, ma tradition, c'est de me taper un film de super-héros de merde pour le foutre dans le flop de l'année. Chacun ses traditions, mesdames et messieurs, chacun ses traditions. Vous savez, vous adorez l'été, et surtout, on est en pleine période de Nouvel An, donc forcément l'été ça doit vous manquer. Ça doit vous manquer d'aller à la plage, tout ça, de vivre de belles vacances en beau maillot de bain et bikini, vous faire stalker par des bandes de pervers, tout ça. Bref, vraiment les vacances d'été ça doit être sympa. Mais s'il y a bien une chose que l'on déteste à la plage et qui nous terrifie en général, forcément ce sont les requins. Et film d'été oblige, on est obligé d'avoir notre propre film de requin, et force est de constater qu'en général, les films de requins qu'on a, soit c'est de la merde, soit c'est nul à chier, ou des fois, à de rares occasions, ça peut être les deux. Tout comme le film dont on va aborder cette fois-ci pour la 5e position, à savoir, j'ai nommé The Meg 2, The Trench. Ou en autre trouble, ce sera comme vous voulez. Étrangement, la préséance que j'ai fait sur ce film a eu une énorme audience. Franchement, je ne sais pas du tout comment c'est possible. Sûrement parce que vous vous êtes dit que je parlais des Chinois, donc s'il faut, j'étais peut-être raciste. Bon, ce qui évidemment est totalement faux, je vois pas pourquoi je le serais. Mais voilà, de toute façon, faut se rendre à l'évidence. C'est un film fait exprès pour le marché chinois, et ça se voit complètement. Et aussi, c'est fait pour détrôner Oppenheimer, parce qu'il faut se venger de Christopher Nolan d'après la Warner, quoi. Mais bon, le seul truc de bien qu'il y aura dans ce film, c'est comment on aura vu Jason Statham défoncer la gueule à des requins géants. Bon, plus précisément appelés des mégalodons, mais bref. Mais voilà quoi, à part ça, il n'y aura pas grand chose de plus. Je m'attends pas à voir non plus Arnold Schwarzenegger ou Sylvester Stallone faire de même, hein, ou je considère même pas comme un de ces deux acteurs, parce qu'il lui arrive même pas au dernier doigt de pied de ces derniers, c'est mort. Et même les autres acteurs, ils sont fans. Franchement, j'y crois pas une seconde aux autres acteurs. Et puis la bande-annonce nous a promis un combat wild entre un putain de kraken et un mégalodon, et tu dis...
putain, ça va être génial. Tu t'attends pas forcément à Pirates des Caraïbes 3, mais tu te dis, oh là là, mais un Kraken versus un mégalodon, oh là là, mais je vais en prendre plein la gueule. Tout ça pour qu'au final, on ait le même plan qu'on a dès la bande-annonce, et on a le plan du requin qui tue le Kraken, parce que... Ouais, bah parce qu'il faut bien le faire, hein, les gars, c'est obligé. Le seul truc qui m'aura fait plaisir avec ce film, c'est qu'on aura vu beaucoup de gens bien différents, tous se faire dévorer par des mégalodons, ce qui, moi, personnellement, me fera plaisir parce que bah, j'ai un petit plaisir coupable à voir des gens se faire bouffer par des monstres en une bouchée surtout, et je ne sais pas exactement pourquoi. Manquerait plus que la digestion et je serai éternellement satisfait. Et à part des effets spéciaux mal foutus et complètement dégueulasses, parce que vraiment, les effets spéciaux de ce film sont complètement dégueulasses, bah à part ça, franchement, il y a rien qui va dans ce film, il y a absolument rien qui va. Il y a des personnages du précédent film qui ont disparu, il y a pas grand chose à sauver, hein, il y a rien du tout. Et même le scénario, des fois, il nous prend pour des cons. Genre, t'as des gens qui mettent en captivité un mégalodon, alors qu'on sait très bien que le mégalodon, d'après certains spécialistes scientifiques, c'est la créature qui peut causer l'extinction de l'humanité. Et quand il y a des gens qui voient 3 mégalodons foutre le bordel sur une plage à 2 reprises, parce que je vous rappelle quand même que, voilà, des mégalodons c'est dangereux quoi, bah il y a personne qui vient se dire... Les mégalodons, en fait, c'est peut-être dangereux, faudrait peut-être s'en débarrasser un jour ou l'autre. Hein. Et puis surtout, je comprends pas du tout c'est quoi le ton du film. Il y a des fois où il essaie de se prendre au sérieux et des fois ça ressemble presque à une petite comédie un peu coconne et un peu nanardesque. Mais franchement, vraiment, ça prend pas, ça ne marche pas. Et en plus, vraiment, vu qu'ils savent que le film va être nul à chier, bah du coup, ils se permettent plein de facilités scénaristiques. T'as des espèces de crocodiles préhistoriques, t'as aussi, un kraken qui sort de nulle part sans aucune explication valable. T'as une méchante qui veut gouverner le monde parce que, elle veut le pouvoir, tout ça. Et vas-y, on s'emmerde et... En fait, The Meg, c'est vraiment le film que tu auras vu une fois, mais que tu retiendras pour une seule raison, juste parce qu'il y aura Jason Statham à l'affiche. Et aussi parce que le marché chinois se sera foutu plein les poches grâce à ce film, et ça au moins ça sera une bonne chose quand même. Et ça aura plus d'ego sur moi, parce que ce sera la toute première vidéo que j'aurai tournée torse nu. Allez-y les filles, allez me voir cette vidéo, vous allez kiffer. Franchement les gars, avec tous ces films qu'on se tape depuis des années, j'espère vraiment qu'il y en a un qui va tellement flop que même Disney va regretter d'avoir mis cette tendance à la mode. Parce que croyez-moi, on n'en peut plus. On se plaint que le cinéma ait un manque d'originalité, mais Disney se sent vraiment très impliqué dans l'histoire. Surtout avec le film qu'ils ont sorti cette fois-ci, à savoir La Petite Sirène, qui d'ailleurs, je crois, est le seul film Disney qui hante la liste. Hein, j'ai beau vérifier tous les autres films qu'on aborde, vraiment, c'est le seul film de Disney sur la liste. Parce qu'en général, dans mes flops, j'ai toujours eu 2 ou 3 films Disney, hein, en général, même en majorité, surtout... En 2019, genre 85% de la liste du flop de cette année-là, il n'y a que des films produits par Disney. Bah là, ce n'est pas le cas. Ou quoi que si, je crois il y a The Creator qui est de la 20th Century Studios qui est forcément racheté par Disney, forcément. Et oui, je sais, en termes de films Disney, j'aurais pu mettre Ant-Man 3, mais bon, franchement, je trouve que vous êtes un peu dur avec ce film. Alors certes, les effets spéciaux sont pas terribles, mais vas-y, c'est du divertissement comme Marvel nous en sert, à chaque fois qu'ils sortent un film, tu mets les effets spéciaux de côté, t'as juste un film passable et voilà, c'est tout. Hein. J'ai mis La Petite Sirène sur cette liste parce que... Bon, déjà, j'ai fait un après-film dessus, donc si vous voulez plus de détails, allez la voir. Mais vraiment, les gars, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Hein. Les effets spéciaux sont pas terribles, les acteurs, franchement, ils sont pas ouf. Et la preuve en est, il n'y a pas de grands noms qui sont en train d'hanter la liste du casting. Vraiment, niveau ambition, on est clairement en dessous. Hein, et ça se voit d'ailleurs que Rob Marshall est un mauvais réal. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus, hein? Alors je sais que beaucoup se plaignent d'une Ariel noire, mais franchement les gars, ce n'est pas du tout ça le problème, hein. Surtout qu'en plus de ça, je vois pas du tout ce que ça fait comme problème de savoir qu'on a une Ariel noire. Moi, le seul truc qui me pose problème avec l'ethnie, c'est son père qui a l'air d'avoir des origines blanches et plus ou moins européennes, vu qu'il descend visiblement de la mythologie grecque et sûrement de Poséidon, hein, ce qui peut être possible hein, dans cette histoire. Donc du coup, comment c'est possible que ce gars-là est capable d'enfanter une enfante noire? Mais en même temps, c'est normal, Disney veulent tellement faire de la variété d'ethnie sur leurs films qu'à un moment donné, il y a des fois où ça se contredit en niveau de désaccord et de cohérence scénaristique, parce que tu comprends pas pourquoi est-ce que telle personne a telle couleur de peau ou alors a une tête comme ça, parce que c'est pas logique quoi, c'est pas logique, ça va pas. Ensuite, la méchante Ursula est...
Ouais, et voilà, et pas ça, mais sans plus. Et d'ailleurs, merci au petit con dans les commentaires qui m'a dit que, en fait, Ursula et le roi Triton sont en fait frères et sœurs depuis le début dans le livre. Voilà, merci de me le rappeler, mais bon, je pense que s'il a été retiré du livre, c'est qu'il y avait une raison. Voilà, c'est pour ça qu'on n'aborde jamais dans l'animé le fait que Ursula et Triton sont en fait frères et sœurs. Parce que oui, dans le livre original, ils sont frères et sœurs. Mais bon, je pense que si Disney l'ont retiré du bouquin pour ne pas le mettre dans l'adaptation de 89, c'est qu'il doit y avoir une raison. Hein. Et je dis pas que ce film est mauvais parce que j'ai pas trop aimé le dessin animé original. Mais je dis juste que le film est mauvais parce que il a le même défaut que tous les remakes Disney. Et ça... je pense qu'un jour on en parlera dans une prochaine vidéo qui relatera tous les remakes Disney que l'on verra par la suite. En attendant, les seuls trucs qu'il y a à reprocher à propos de ce film, c'est... bon, déjà, le fait que personne ne pêche dans ce live action, alors que... je sais pas, qu'est-ce que vous mangez alors si vous pêchez pas? Et pour l'instant, non, je n'ai toujours pas pris rendez-vous chez l'ophtalmo pour mes yeux, à cause de ces effets spéciaux moches, parce que... voilà, et peut-être aussi, il faut que je prenne rendez-vous chez l'audition, hein, parce que... ouais, niveau oreille aussi, et musiquement parlant... ouais, je sais que la voix de Ariel est mélodieuse, mais si c'est meublé aussi par ça... alors, mon téléphone, où est-ce qu'il est mon téléphone? En d'autres termes, ce qu'on fait Disney, c'est cuire la petite sirène au barbecue comme un bon petit poisson calé. Ensuite, on nous l'a servi dans une assiette pour Disney. Disney nous l'a mangé et ensuite nous l'a chié par son trou du cul pour qu'il puisse arriver dans nos assiettes qui ressemblaient à des cuvettes. Et nous on s'est régalé dessus sans raison. Voilà, c'est au cas où... à partir de ce niveau-là, les gars, là, on va entrer dans les 3 pires films de l'année. Et c'est vraiment ceux que je considère comme le Big Three. Vous vous souvenez tout à l'heure que je vous ai dit au début de la vidéo qu'on va descendre petit à petit jusqu'à tomber vers l'hécatombe? Bah là, vraiment, c'est le niveau hécatombesque. On peut pas faire plus hécatombiant que ça. Et c'est ironique que j'ai ça parce que les 3 films dont on va aborder ont déjà été des fraudes au box-office. Mais bon, en même temps, tu me diras, 2023, c'est l'hécatombe du box-office. Alors, le film dont on parle cette fois-ci, eh ben c'est Astérix et Obélix, le pire du milieu. Après, sur celui-là, je vous avoue que je triche un peu parce que je n'ai vu quoi, allez, une demi-heure, peut-être même 50 minutes de film au total à tout faire péter. D'autant plus que ce film a joui d'une campagne marketing absolument énorme. Genre vraiment, Astérix et Obélix faisait débat de presque partout. Au point que le réalisateur est allé littéralement dire, je crois, sur un plateau télé ou à la radio, je crois Fun Radio ou une connerie du genre, le gars il a dit, si vous allez pas revoir mon film, genre on pourra plus jamais faire de films comme ça, donc vraiment s'il vous plaît allez voir mon film, je vous en supplie par pitié, on a besoin qu'on puisse aller voir des films comme ça, on a besoin d'en faire encore. Le film est censé parmi les films les plus chers de tous les temps. Des films français, je parle là parce que film cher de tous les temps, ça va être un petit peu abusé. Et en faisant mes recherches, j'ai découvert que le film a coûté près de 66 millions d'euros, ce qui est énorme pour un film de cette envergure. À titre de comparaison, le film français le plus cher de tous les temps, c'est Valérian et la Cité des Mille Planètes, et c'est 170 millions d'euros, ce qui... pour un film comme celui-là, est assez énorme, mais bon, en même temps, t'as vu les effets spéciaux de Valérian et la Cité des Mille Planètes, tu m'étonnes que le film vaut aussi cher que ça. Mais vraiment, Astérix, c'est le pire du milieu. Je ne sais pas du tout où est passé les 70 millions de budget, soit dans les salaires de toutes les stars, à savoir Angel, Orelsan, Zlatan Ibrahimovic, Marion Cotillard, Vincent Cassel, McFly et Carlito, et j'en passe, et des meilleurs. À part ces têtes d'affiche là, franchement, le budget, je le vois pas du tout, hein, on n'y est clairement pas. Il n'y a aucun budget, aucun scénario même, j'ai envie de dire. Et le film, il est sorti en 2023, et putain, il paraît tellement ringard, j'ai l'impression d'avoir affaire à un film qui est sorti dans les années 2000 quoi, et je dis pas ça parce que c'est un compliment, vraiment ce genre de film français, on dirait une mauvaise comédie des années 2000, c'est un fait, c'est catastrophique. Après je dis ça comme si j'étais fan d'Astérix, mais bon je dois vous avouer que j'ai jamais été un grand amateur, ni même un grand fan de Astérix et Obélix, la BD en général, voire même l'univers dans sa globalité. Ma connaissance se limite uniquement à Mission Cléopâtre et c'est tout. Mais c'est vrai que là quand je vous parle du film, j'ai un petit truc, enfin un petit tic qui me fait dire un truc. J'ai l'impression que le film met tous les moyens sur absolument tout, que ce soit sur les effets spéciaux, sur les acteurs, enfin les effets spéciaux non ça compte pas, mais genre vraiment ils mettent absolument tous les moyens sur les acteurs, sur l'image, sur la communication et sur la diffusion et la publicité absolument partout, mais je crois qu'ils ont oublié un petit détail. Ils ont oublié de mettre des moyens pour faire un film. Grosso merdo, on n'a pas du tout fait un film en fait, c'est ça que vous essayez de nous dire. Et le réalisateur il disait quoi à la radio? Genre si personne va voir ce film, bah on n'aura plus l'opportunité de faire des films comme ça? Bah franchement en vrai, au vu de ce qu'on vient de voir, franchement,
Voilà. Et encore, James Cameron, il a fait exactement la même campagne de pub pour son Avatar 2. Lorsqu'il a dit que Avatar 2 allait sortir et qu'il faut à tout prix que les gens aillent voir ce film parce que sinon, bah, on n'aura plus les moyens de se faire un film comme ça. Bah, quand on voit le film que ça donne, forcément que ça donne envie d'en voir encore plus. Surtout qu'avec sa saga qui est encore prévue aujourd'hui, on a encore envie d'en voir, forcément. Et les gens sont plus impatients encore de vouloir aller voir ce film. Surtout qu'en plus, on sait pas encore ce que va donner Avatar 3. On n'a même pas encore de bande-annonce et on doit attendre jusqu'en 2025. Crois-moi qu'après avoir vu Avatar 2, les gens ils en veulent encore. Surtout moi, j'en veux encore. Après, je sais pas comment ça se passe pour vous, mais moi en tout cas, j'en veux encore. Hein. Et c'est vrai qu'Avatar 2 reste quand même un très grand film, soyons honnêtes. On verra ce que ça donnera à l'avenir plus tard, mais vraiment, ça fait plaisir en tout cas d'avoir retrouvé cet univers. Mais quand tu regardes ce que ça donne pour un petit réalisateur qui a été nominé que pour un seul César et qui n'a pas grand talent non plus, en tout cas de ce qu'il nous a prouvé, est-ce que tu as vraiment envie d'aller voir ce film? Et encore, dans toute cette histoire, il n'y a pas que le réalisateur, il y a aussi tout le reste qui tourne autour, parce que ce film regroupe exactement tout ce qui fait qui va être de la merde. Un réalisateur sorti de nulle part qui fait Yes Man pour réaliser un film pareil. Un studio qui récupère les droits de diffusion pour pouvoir s'engroger énormément de pognon sur une licence lucrative. Des stars d'absolument partout pour attirer le gros public. Allez. Bon. Avec tout ça, tu t'attends forcément soit à avoir un bon gros nanar, ou soit à avoir une belle merde. Et bah putain, ils sont même pas capables de faire un seul des deux. Je crois qu'ils ont même essayé de fusionner les deux pour histoire juste d'en faire un très gros nanar. Je sais que j'ai vu que 50 minutes de ce film là, mais franchement, moi j'ai pas besoin de voir plus ça pour me dire que ce film est mauvais. Franchement, juste 2-3 scènes ça suffisait amplement. Je me suis surtout arrêté au moment où il y avait la musique de Kung Fu Fighting et on utilise encore cette musique Kung Fu Fighting dans des scènes de combat aussi molles ou quoi. Genre vraiment tu sens que le budget des 66 millions ils sont passés dans le cachet des acteurs, c'est obligé. Ce film te regroupe tout ce qui fait que ça va attirer les jeunes. T'as Vincent Cassel qui fait un Sinjoul, t'as Marion Cotillard en Cléopâtre parce que c'est l'actrice la plus belle de France. Orelsan et Angel parce que bah ça intéresse les jeunes, les gens ils adorent Orelsan, hein, et surtout Angel, ils les adorent hein, les deux, c'est bien. Hein. Zlatan Ibrahimovic, oh putain ouais, le fameux joueur de foot dont j'ai tellement oublié qu'il m'en fait tousser. Et franchement dommage que mes frères ne soient pas là parce que je leur ai demandé c'est qui Zlatan Ibrahimovic. Parce que même moi j'ai oublié c'était qui ce gars. Et puis surtout, qui s'intéresse à ce que fait Zlatan Ibrahimovic de nos jours, sérieusement. Kylian Mbappé, il a déjà pris sa place depuis longtemps. On prend tout ça, mais on oublie un seul détail, à savoir faire un film. Voilà, c'est même pas faire un bon film, c'est juste faire un film. Les gars ils veulent juste s'éclater à faire leur truc, leur petit film de merde et ils s'en battent les couilles du film. En fait, le Astérix et Obélix, le pire du milieu, c'est pas un film, c'est un condensé de ce qui attire le plus les jeunes. Et Ramzy Bedia il est démodé les gars, je sais pas pourquoi vous l'avez incrusté là-dedans hein. En fait ce film il a presque tous les moyens j'ai remarqué, mais il a aucun moyen en même temps. Et c'est ce qui nous montre ce film, le gars il veut faire absolument tout, mais il ne fait absolument rien. En gros, comment dire ça simplement? Avez-vous la moindre idée des sommes énormes que cette banque a investies dans vos projets et du peu de bénéfices que vos misérables magouilles nous ont rapportés en retour? Le fait est que de nouveaux méchants arrivent sur le marché, plus jeunes que vous, plus ambitieux que vous, plus jeunes que vous. Et le directeur de la Banque du Mal, il a exactement raison, il a parfaitement raison sur ce qu'il vient de vous dire. Les gars, j'en ai vu plein des films français, mais qui sont 10 fois, voire même 20 fois plus... Ils ont 20 fois plus de talent, déjà, pour commencer, et surtout 20, voire même 30 fois plus d'ambition que tous vos efforts réunis qui a coûté 66 millions de dollars, je vous signale. Rien que cette année, t'as eu une adaptation du bouquin d'Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires, divisé en 2 films. Rien que cette année, on a eu Apache, qui est bien parti pour être l'un des meilleurs films français de cette année, et qui en plus de ça, en concurrence avec AK, avec un Alban Lenoir tout frais, tout pétillant, qui nous promet d'être le plus grand acteur français de notre histoire. Netflix finance le cinéma français pour nous offrir la trilogie Balles perdues, qui est sur le point de commencer son tournage dès l'année prochaine en janvier. Franchement les gars, t'as juste besoin de citer un seul film et il a plus de moyens et surtout plus d'ambition que tout ce que Astérix et le pire du milieu essaie de faire depuis... Ouais bah depuis le début du tournage et depuis que les studios ont décidé de racheter les droits de diffusion. T'as en plus de ça dedans tous les clichés possibles, genre les Chinois qui font du Kung Fu parce que c'est tout ce que savent faire les Chinois, du Kung Fu, voilà. Ensuite t'as l'histoire d'une princesse qui doit être ramenée dans un pays et c'est lourdingue, c'est ennuyeux au possible, on s'emmerde. Oh je vous jure les gars, on s'emmerde, c'est... Tout est cliché, tout est refait, revu, c'est... En fait, on se confond avec le nanar des années 2000 qui était à la mode à l'époque.
et vraiment tu sens que le film est daté et t'as pas du tout envie d'en voir plus en fait. En fait le truc avec ce film c'est que dès que j'ai fini ces 50 minutes de merde, je me suis dit en fait ce film n'a pas d'ambition en fait, et j'ai l'impression que le film veut nous dire ça. Il veut nous dire bon en fait on sait pas du tout quoi faire avec cette saga, du coup on se contente du minimum syndicat parce qu'on n'a pas de moyen d'innover ou quoi que ce soit. Voilà globalement ce que j'ai essayé de traduire, hein. Les autres pourront certainement compléter, hein. Et je pense, en tout cas je pense, qu'avec tout ça, je vais encore une fois laisser la parole à la Banque du Mal, qui va conclure une bonne fois pour toutes sur ce qu'on pense de la saga d'Astérix et toutes les comédies françaises de manière générale, hein. Inutile de poursuivre. J'en ai suffisamment vu. Mais mon projet... C'est un grand projet. Tout me plaît dans votre projet, sauf une chose. Vous. Ah! Je ne comprends pas. Appelons un chat. Vous êtes dans le métier depuis bien trop longtemps, avec bien trop peu de réussite. Désormais, nos espoirs et nos capitaux reposent sur de plus jeunes talents. Mais... C'est fini. Adieu. Bon, maintenant les gars, on va s'attaquer à la partie la plus drôle de toute la vidéo. Parce que croyez-moi, alors là vraiment croyez-moi, on va bien savourer sa mère. Surtout, j'espère que vous allez bien savourer. J'espère en tout cas que vous êtes satisfait du contenu que je vous présente. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines nouveautés qui viennent. Surtout que le lendemain, je sortirai le top de l'année. Donc voilà, suivez-moi sur les réseaux sociaux si vous voulez être au courant de toutes ces pépites qui arrivent sur la chaîne. En tout cas, on continue comme ça parce qu'il nous reste 2 films à aborder et on en est à l'avant-dernier pire film de cette année, à savoir... Bon, je vous le tease et j'en parle depuis trop longtemps. Allez, The Flash. La piètre qualité de ce film est tellement incroyable que franchement, faut qu'on parle de sa production parce que, non, je vous jure, à ce stade, c'est trop marrant. Autant se défouler tout de suite et autant dévaliser tout son sac. Après l'échec cuisant et commercial de Justice League ainsi que de son un échec critique aussi, DC décide de faire ses films chacun de son côté de l'univers cinématographique pour le laisser un peu mieux se relever au fil des années qui suivent. Et dans tout ça, The Flash faisait partie de tous ces projets prévus, aux côtés par exemple de Aquaman, de Shazam ou d'un film Suicide Squad par James Gunn, bref, plein de films d'ici sont plus ou moins prévus. Et à la base, The Flash en faisait partie. Et au vu de l'univers d'ici, la façon dont il était parti, ça vous le savez tous, et de toute façon, on va aborder ça en détail l'année prochaine, et ça se voyait que l'univers cinématographique n'avait plus de sens et plus de cohérence. Et c'est là qu'intervient le fameux soft reboot, à savoir tout repartir de zéro pour tout recommencer. Et c'était ça un peu l'idée de ce film Flash, sachant que ce personnage-là de Flash, on le connaît pas. Donc du coup, il n'a pas de film solo et on sait pas du tout ce qu'il y a à dire sur ce dernier. Tu sens déjà que ça va... Pour réaliser ce projet, plein de réalisateurs sont appelés. On va de Sam Raimi jusqu'à Ben Affleck, on va même jusqu'à voir Robert Zemeckis et plein d'autres réalisateurs. Tout ça pour qu'un jour ou l'autre, Andy Muschietti, après avoir réalisé les 2 chapitres de ça, nous montre le bout de sa tronche et se propose comme volontaire pour faire ce film-là. Et vous pouvez même pas demander à Zack Snyder parce que vas-y, le gars il était déjà occupé avec sa Snyder Cut, autant ne pas l'embêter pour ça. Suite à tout cela, le film est enfin mis en chantier, d'autant plus qu'on prend exactement le même scénariste que Birds of Prey, ce qui peut annoncer du lourd, et que Bumblebee, et qui est le meilleur film de Transformers Live jamais fait jusqu'alors. Donc voilà, tu dis ça, forcément tu vas t'attendre à quelque chose de cool. Donc du coup, bon, le tournage s'accentue, tout ça, etc., etc. Et il se termine quoi aux alentours, 2022, 2021, je crois, un truc comme ça. Le film aux alentours de 2022 montre enfin une date de sortie. Sauf que, surprise dans tout ça, l'acteur principal, à savoir Ezra Miller, commence à devenir un criminel, comme par exemple, il va détruire Hawaï, s'en prendre à des filles de 12 ans de manière sexuellement, ou alors, va s'en prendre à des bébés à coups de fumette, ou stalker des gens et des passants, tout ça. Ouais, ça pique un peu, là, va falloir changer d'acteur, je crois, hein. Sauf qu'entre temps, la Warner Bros, fusionne avec Discovery pour devenir la Warner Bros Discovery, et David Zaslav devient le nouveau directeur de l'histoire, annule donc Batgirl pour sortir à la place The Flash, ce qu'ils vont sûrement pas regretter, hein, c'est sûr. Les bandes annonces sortent partout et commencent à inonder internet et deviennent même très populaires, hein. On pourrait même se dire que The Flash
pourrait être un Spider-Man No Way Home bis, hein, version DC Comics, hein, puisqu'on fait même revenir le Batman de Michael Keaton pour la nostalgie de tout le monde, bien évidemment. Et du coup, Warner ils se disent, bon, c'est génial, les gens, vu qu'ils voient cette bande-annonce, ils vont tous être là, aller voir le film. Du coup, ça veut dire que ça va être un succès, peut-être ça va même être le meilleur film de super-héros de tous les temps. Du coup, on va montrer ça à toutes les stars, ils vont voir ce qu'ils vont en penser. Du coup, t'as plein d'acteurs et plein de personnalités célèbres qui vont regarder le film, et on a par exemple, alors attendez 2 minutes. Allô Lily? Ah ouais, salut, c'est Red Satire. Dis-moi, est-ce que tu peux me dire exactement quelles sont les stars qui ont validé The Flash avant même sa sortie? Tout le monde y va de sa petite remarque, on nous a partagé les avis de Tom Cruise, on nous a partagé les avis de Stephen King, allez savoir ce que Stephen King foutait là. On nous a dit que Henry Cavill lui-même, notre Superman, a adoré le film. James Gunn, le nouveau grand leader du DC Studio, a surfé sur la popularité de son film Les Gardiens de la Galaxie, sorti tout récemment d'ailleurs, je vous renvoie vers ma vidéo si vous voulez en savoir plus, pour balancer que lui aussi, il adorait le film The Flash. Jaden Smith, allez savoir ce que lui aussi fout là, nous a dit que ce film avait littéralement changé sa vie. Oui, ça a changé sa vie. Edgar Wright, le réalisateur de Last Night in Soho, mais surtout le réalisateur de Scott Pilgrim, nous a dit que c'était une explosion totale. N'écoutez pas les critiques, hein, vous risquez de vous spoiler. Non, allez voir le film, faites-moi confiance, évidemment. Et puis je vous parle pas de toute la com que André Muschietti lui-même, donc le réalisateur du film, a fait autour de ce qui semble être son chef-d'œuvre absolu. Il pourra jamais faire mieux vu comment il nous présente son film. Ah ouais, là vraiment ça fait beaucoup, ça se voit que t'es bien renseigné toi en tout cas. Bon bref, merci d'avoir passé toutes ces connaissances et du coup bonne soirée, allez ciao. J'espère qu'elle mettra pas Transformers Rise of the Beast dans son flop. Tout ce que j'espère. Et j'ai aussi oublié de rajouter que même David Zaslav a validé ce film au point de dire que c'était le meilleur film de super-héros de tous les temps. Alors qu'est-ce qu'a produit la boîte voir Et bref, suite à cette campagne marketing énorme et 2-3 trailers et TV spots qui sortent de partout, et ben on en arrive enfin à cette date précise du 16 juin 2023. Et là, le film sort enfin. À votre santé! Non, parce que je parle depuis des heures, j'en peux plus. Et là, The Flash va tellement bien porter son nom, que du coup, il fera littéralement un flash dans toutes les salles de cinéma. Parce que personne, enfin, à 2-3 exceptions près, mais personne n'est allé voir ce film. Le film fera tellement un four dans les salles de cinéma que à partir du 18 juillet 2023, soit un mois après sa sortie, il allait apparaître dans les sites de streaming. Dans les cinémas d'Amérique du Nord, littéralement 3 semaines après sa sortie, il disparaîtra des affiches. Dites-vous que c'est encore moins que ce qu'a fait Green Lantern. Et ce film est considéré comme l'un des pires films de super-héros de tous les temps. La vidéo a sûrement fait moins d'entrées que The Flash, mais aura le mérite d'être mon appréciance la plus vue de toute l'histoire de ma chaîne YouTube, au point d'être la 7ème vidéo la plus vue de toute ma chaîne YouTube. Et pour ça, je vous remercie de re-augmenter un peu plus les compteurs, parce que c'est un classique du genre et je vous conseille vivement d'aller la voir. Le film sera distribué en achat digital dès le début du mois de juillet, soit moins d'un mois après sa sortie, à savoir un demi-mois si on arrive à calculer. Tout ça pour conclure que le total de ce qu'a coûté The Flash, que ce soit dans le marketing, etc., a coûté, attention, tenez-vous bien à vos oreilles, a coûté près de 290 millions de dollars. Et encore, il y a certains calculs qui l'estiment à près de 300 millions de dollars. C'est à peine plus cher que The Marvels ou les 2 derniers Avengers, qui sont les films de super-héros les plus chers de tous les temps à leur catégorie. Tout ça pour qu'au final, le film ne perde que 200 millions de dollars. 200 millions de dollars de pertes rien que dans le marketing. Donc je vous laisse amplement deviner le reste en tout cas. En tout cas, avec tous ces chiffres là, The Flash fera et figurera même parmi l'un des plus gros flops de toute l'histoire du cinéma. Et en plus, il a le titre du film de super-héros avec le plus gros flop de son histoire de tous les films de super-héros. Mais bon, vous allez forcément me dire, mais c'est pas grave, de toute façon c'est que des chiffres. Et puis si ça se trouve, Zaslav il a raison, peut-être qu'au final ce serait le meilleur film de super-héros de tous les temps. Voire même peut-être qu'il serait pas si mal. Et si on le regardait ne serait-ce que d'un bon oeil, peut-être qu'on l'aurait... Ah putain. Eh, faut que je prenne un jour ce rendez-vous chez l'ophtalmo là. Je me suis plaint de la petite sirène, mais quand je vois des images comme ça, j'ai juste envie de présenter mes excuses à ce dernier. Mais bon, vu que tout le monde a déjà parlé des effets spéciaux, mais qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Je suis sûr que même le réalisateur a pas envie d'y revenir dessus tellement c'est moche. Alors, les images
film sont volontairement moches en fait. Ouais, les scènes sont du point de vue de Flash quand il est en super vitesse, donc tout a volontairement une forme bizarre car l'univers se déforme quand il va vite. Ouais, moi non plus, je suis pas sûr. Une enquête a bien évidemment été ouverte par... Je suis tombé sur un article de Not the Robot et il admet que ce dernier estime que la mauvaise qualité des effets spéciaux s'explique sûrement par une parade trouvée par le studio pour obliger les experts VFX à travailler à la fois plus dur et plus vite, et a mis également en lumière le système de travail vraiment problématique. J'ai 2000 plans dont j'ai besoin pour cette séquence. Les studios VFX placeront une offre basée sur cette quantité de prise en vue. Mais voici le hic, la quantité de travail par prise en vue varie considérablement, donc une prise de vue peut parfois avoir une surpression de vif, une autre prise peut avoir une suppression de fil, une simulation de fumée, une simulation d'incendie, un remplacement de visage, un écran vert. Malgré la différence de charge de travail entre ces deux coups, ils sont tous deux considérés comme un seul coup chacun. Pour cette raison, les artistes VFX sont obligés de travailler des heures sans relâche, des heures supplémentaires presque tous les jours, y compris les week-ends. Alors du coup, qui dit vrai entre les spécialistes des effets spéciaux et le gars qui s'y connaît pas du tout en effets spéciaux? Je vous laisse faire votre propre réponse en commentaire. Moi perso, je sais déjà qui c'est. Après vous allez me dire, il n'y a pas que les effets spéciaux qui comptent forcément, le reste doit être bien. Ezra Miller, à savoir l'acteur principal le plus criminel de tous les temps, qui... comment dire? En fait, j'ai l'impression que le gars il essaie de faire le comic relief drôle, mais il ne l'est absolument pas, déjà pour commencer. Et surtout, j'ai l'impression qu'il interprète absolument mal. Je le trouve plus mature et plus humain lorsqu'il joue un rôle sérieux, mais j'ai pas l'impression qu'il donne de son meilleur du tout. Encore heureux qu'il fallait changer d'acteur pile à ce moment-là, parce que vraiment, les crimes d'Ezra Miller devaient forcément vous dire putain, vite, changez d'acteur, vite, vite, vite. Et en plus, si avec ça, t'as des scènes de ce dernier qui ont vraiment aucun sens, genre Ezra Miller qui se fout à poil sans aucune raison. Et Michael Keaton, j'ai l'impression qu'il retrouve son costume de Batman, mais pas trop non plus. J'ai l'impression qu'il est là pour le chèque. On ne sent pas du tout qu'il est là, quoi. On sent rien, quoi. Et Ben Affleck, n'en parlons pas, hein, surtout s'il est là que pour un caméo, ça se voit que le gars est là que pour le chèque. Et quelqu'un d'autre, n'en parlons même pas, déjà qu'elle a eu son chèque pour Shazam 2. Alors si c'est pour Wonder Woman, alors ouais, franchement, il y a moyen qu'elle soit un petit peu remboursée pour ne pas avoir joué dans Wonder Woman 3, hein, c'est déjà bien. Hein. Parlons ensuite du scénario. Parce que j'ai pas envie de parler de Sacha Calle, c'est une bonne actrice, cherchez pas, mais... Oh, mais par où est-ce que je vais commencer? Bon, déjà, ça part de la mère de Ezra Miller qui s'est suicidé en cuisinant parce que son père a oublié de la sauce tomate dans l'histoire. Du coup, ce qui fait que Barry, pour ressusciter sa mère, va devoir remonter le temps pour la ressusciter. Sauf qu'au lieu de ça, il entre dans une espèce de dimension parallèle en remontant le temps à cause de son lui du futur, parce que il vient d'un passé différent qu'il a remodifié du futur et tout. Tout ça pour que sa mère ne puisse pas se suicider après le coup de la sauce tomate. Mais du coup, il y a Zod qui arrive pour détruire la planète parce qu'il arrive à la même époque que Man of Steel et... L'histoire de ce film est complètement barrée et n'a aucun sens. Les gars, dites-vous que je vous ai vraiment résumé le véritable synopsis du film. Certes, pas mot pour mot, mais c'est globalement ce qui se passe dans cette putain d'histoire de merde. C'est vraiment tout ce que tu suis. Et commencez pas à me dire ouais mais attends, il y a de bonnes idées, les deux Ezra Miller par exemple, ils se corrèlent plutôt bien et on a vraiment l'impression qu'ils sont là. Et puis si t'oublies les effets spéciaux à côté, il y a des chorégraphies qui sont sympas et super bien faites. Ça prouve que la réalisation d'Andy Muschietti est vachement bien. Et... mais vous croyez vraiment que ce genre de choses ça va suffire? Est-ce que vous croyez vraiment que c'est le genre de choses qui suffit à se dire que le film est bon? Et dites-vous, vous voulez savoir comment c'est possible qu'on ait tout ça? Bah dites-vous que tout ça est arrivé parce que sa mère s'est tuée en cuisinant. Je vous jure les gars, c'est même pas une blague. Sa mère elle est morte parce qu'elle a cuisiné de la sauce tomate. Genre, vous ne rêvez pas. Donc ça prouve que, en fait au final la place de la femme c'est pas dans la cuisine. Non, c'est dans la vaisselle, à savoir la salle de bain et le ménage aussi, tant qu'on y est. Je vais pas revenir sur certains détails parce qu'on en est déjà revenu dans la préséance. Je vais juste m'attarder sur le climax du film qui se passe dans une espèce de grosse boule en 3D mal faite qui, on dirait presque de la PlayStation 3 mal fait. Et on a aussi 2-3 caméos gratuits, par exemple de Nicolas Cage parce que tu sais pas ce qu'il fout là. T'as aussi, bah, plein d'autres gars, genre... Non, Warner d'ici, vous avez... Non, vous avez pas fait ça. Mais vous avez pas fait ça.
Mais vous savez quoi? Allez hop, c'est bon, on arrête tout. Là, j'arrête tout, c'est fini. Franchement, Warner et DC, on vous a donné votre chance avec cet univers cinématographique. Mais là, c'est bon, vous avez fait qu'accumuler des mauvais choix. Et même dans ce film, vous êtes capable de faire des mauvais choix. Il y a que des mauvais choix qui sont faits dans ce film. Et ça fout la haine, ça fout les nerfs. On devrait même pas se dire que c'est bien que le film, que même l'univers cinématographique s'arrête là. Autant se dire que le film aboutit nulle part, il ne va nulle part, il n'y a aucun spin-off à faire. Voilà, The Flash, c'est fini. Ça allitère et ça conclut parfaitement, voire même imparfaitement, tout l'univers cinématographique d'ici que l'on se tape depuis des années. Autant se dire que c'est la fin. Et ce film s'est bien planté au box-office, sera une grosse fraude de l'histoire du cinéma. Et on le retiendra uniquement parce que c'est l'un des plus gros, si ce n'est peut-être le plus gros flop de son histoire. En tout cas, il aura su marquer son temps. Et ainsi disparaîtra de la qualité de certains fans. Et on l'oubliera une bonne fois pour toutes. Et on se dira qu'il aura fait honte à toute sa famille. C'est terminé. Fin, rideau, la gloire de The Flash est terminé. Quant à Warner et DC, à savoir tous les gars qui sont dit que faire un univers DC serait une bonne idée, vous avez tout foiré, vous avez tout foutu en l'air. Surtout toi, David Zaslav, qui aurait pu nous donner une marge d'espoir, mais au final, t'as tout foiré, t'as tout niqué. Et voilà, tu me dégoûtes, vous me dégoûtez. Donc maintenant, vous laissez faire James Gunn, vous laissez faire les nouveaux directeurs de DC à bâbord et les laisser sortir Superman Legacy à la suite de tout ça pour qu'on oublie une bonne fois pour toutes cette fraude humaine qui ne méritera plus jamais d'être citée et qui peut aller bien se faire enculer comme il faut pour avoir foiré tout cet univers jusqu'à la fin. Bien, on a vu des bons films, on a vu des mauvais films, on a vu que des films de merde cette année-là. Mais là, je peux vous assurer que ce film, on en a peut-être pas parlé cette année, mais j'ai enfin réussi à retrouver pire que The Flash, parce qu'il a failli finir numéro 1 cette année. Mais on a trouvé bien pire cette année, et croyez-moi, ça mérite amplement d'être cité en tant que numéro 1, et cité comme le pire film de cette année. Et ça tombe super bien, parce qu'il regroupe à lui seul tout ce que je viens de vous dire dans cette vidéo-là, et tous les gros problèmes cinématographiques, ils sont genre... Tout ce qu'il y a dans ce film ne va pas. C'est même pas une blague, c'est réel. Ensemble, passons ce moment douloureux. On va parler de Night of the Zodiac. Forcément, vous avez certainement jamais entendu parler de ce film, parce que ce film n'a même pas fait entendre parler de lui. Dites-vous que ce film, bon déjà, il est un peu plus modeste que tous les autres films que l'on a abordés jusqu'à maintenant, vu qu'à ce jour, on sait qu'il a coûté plus de 21 millions de dollars. Donc tu dis que ça, tu te dis, ça va, il n'a pas coûté si cher que ça, surtout venant de la boîte de Sony Pictures qui ont produit en même temps à cause de Spider-Verse, donc ça va. Dites-vous que ce film-là, il a été tellement un flop qu'il a rapporté au box-office, attention, 7 millions de dollars, alors qu'il en a coûté 21 millions. C'est même pas une blague, je vous jure que c'est vrai. Bon, il a floppé pour deux raisons précises, et c'est même les deux principales causes qui fait qu'on appelle 2023 l'hécatombe du box-office, à savoir que déjà, il est sorti entre plein de films, à savoir, déjà, on a eu La Petite Sirène, on a eu The Flash qui a plus fait parler de lui que ce dernier, en plus, il est sorti en même temps que Across the Spider-Verse, qui est produit exactement par la même société, et qui en plus sera coursé plus tard par Transformers Rise of the Beast à la suite. Et autant, t'as aussi Fast and Furious 10 qui fait fureur en même temps, donc voilà, quand tu vois tout ce chaos-là, comment c'est possible pour Night of the Zodiac de se trouver ne serait-ce qu'une place à sa propre table? C'est là qu'il y a un problème en fait. Et surtout, la vraie principale raison qui fait que ce film a floppé, c'est tout simplement parce que, en fait, ce film, c'est l'adaptation du manga du nom Senseiya. Voilà, c'est comme ça, au moins vous le savez. Grosso merdo, pour ceux qui veulent découvrir l'origine de cet univers, faut savoir que Senseiya nous raconte l'histoire de Seiya, qui rêve de devenir chevalier sur ordre de la déesse Athéna, qui est déesse de la guerre, de la sagesse, de la mythologie grecque, tout ça vous avez capté, qui rassemble 88 chevaliers sous une constellation différente pour pouvoir la protéger de diverses menaces du monde, à savoir t'as Arès, t'as Hadès, Poséidon qui menace la Terre, et t'as toujours Athéna qui a ses chevaliers du zodiaque pour la protéger et aussi protéger le monde qui lui tient à cœur. Dans les années 80, ce manga était tellement un phénomène qu'il est littéralement le deuxième manga le plus populaire des années 80 derrière Dragon Ball Z, car oui, c'est même ce manga qui l'a talonné de très peu. On arrive non seulement à suivre nos personnages préférés et surtout à s'identifier à l'un d'entre eux, et on peut se dire que putain, ce gars-là est formidable, le gars qui utilise ses chaînes, ou le gars qui est le chevalier du phénix, ou le gars qui doit garder son sang-froid sous le signe du si, ou le gars qui inverse des cascades avec des dragons et tout ça. Bref, tu te dis,
Déjà, c'est un univers incroyable en plus qui développe la mythologie grecque comme aucune autre série et film ne l'a fait. Et encore aujourd'hui, le manga subsiste encore une excellente popularité au point qu'il ait eu droit à une autre série dérivée de l'anime, à savoir Senseiya The Lost Canvas, qui pour beaucoup de fans est considéré comme le meilleur de ce que Senseiya a pu produire ces dernières années. Et comme on sait que c'est un anime ultra connu de l'époque, et ben qu'est-ce qu'on fait de cet anime ultra connu de l'époque? Bah, comme on l'a fait avec tous les autres animés ultra connus de leur époque respective. On va en faire un action live. One Piece y a eu droit, Yu Yu Hakusho a eu droit ce mois-ci, on a eu Bleach qui a eu droit, bref, Senseiya a été le prochain sur la liste. Bon déjà, le film Senseiya, bon, il nous raconte sensiblement plus ou moins la même histoire, à savoir bah, Seiya qui vit avec sa sœur, mais qui se fait attaquer par la fondation GRAD, une fondation qui cherche à développer bah, de la technologie vers les armures et... Oula, attendez, temps mort. Là, il y a un petit problème, là. Et effectivement, oui, je ne trouve pas de fondation grade dans le manga. Donc voilà, non, effectivement, non, il n'y a pas de fondation grade là-dedans. Hein. Et en fait, c'est totalement simple. La fondation grade, ça ne vient pas du tout du manga à la base, ni même de l'anime. En fait, c'est une idée originale qui nous vient de Netflix. Bon déjà, la fondation grade de la part de Netflix, c'était déjà une très mauvaise idée parce que les armures qui fonctionnent soi-disant à la technologie parce que, voilà, faut bien trouver un prétexte pour vendre des figurines, j'imagine, bah forcément, ça ne marche pas et ça sort de nulle part. Genre vraiment, il y a une fondation dans l'histoire alors que Seiya et ses amis affrontent des putains de dieux grecs qui veulent détruire le monde. Qu'est-ce qu'une société de scientifiques vient foutre dans cette histoire? Aussi, niveau acting, tu sens que les gars, ils se donnent pas vraiment à fond. Tu retrouves aucun autre personnage comme tu les avais retrouvés à l'époque dans le manga. Et encore, ils ont pas tout mis comme personnage. Ils ont juste mis Saori en tant qu'Athéna qui ressemble plus à une bimbo sexy que la véritable Athéna qu'on connaît. Faut dire en même temps, l'actrice est séduisante, donc en même temps, c'est pas trop de sa faute non plus, on va pas lui en vouloir. T'as Sam Nebin qui joue le personnage de Mitsuma Sakido, qui n'est pas du tout crédible parce que le fait que Mitsuma Sakido soit un personnage mythique, bah c'est justement le fait qu'on le retrouve presque vieux et qu'il avait l'air presque d'un sage bienveillant et protecteur. Bref, tu sentais qu'il avait l'âme d'un vieillard bienveillant. Mais dans ce film, on a fait revenir cet acteur-là, déjà parce qu'il a déjà joué un dieu grec par le passé, et surtout c'est un acteur populaire. Du coup, bah, on le met au centre du film parce que... Non, juste parce que c'est un acteur populaire, il n'y a aucune autre raison là-dessus. Aussi, l'histoire s'enchaîne aléatoirement. T'as Seiya qui se fait recruter par Saori, mais qui doit aller rejoindre Marine de l'Aigle, qui doit l'entraîner pour devenir chevalier. Bon, vous allez me dire, dit comme ça, c'est plus ou moins dans le manga. Non, pas du tout. En fait, ils ont pas du tout pris la structure du manga. Ils ont pris la structure de la série Netflix. Et en plus, ils ont même remanié le cosmos en faisant dire à Athéna que si... parce qu'il faut savoir une chose, dans cet animé, Athéna, en fait, elle se réincarne en plusieurs âmes pour pouvoir survivre. Donc du coup, Saori Kido, bah en fait, c'est la réincarnation de la déesse Athéna, la petite fille donc de Mitsuma Sakido. Et donc du coup, dans toute cette histoire, faut savoir que, bah en fait, on protège la réincarnation d'Athéna, mais elle a un cosmos tellement puissant dans l'intérieur de son corps, qui fait qu'elle peut exploser à tout moment, et qu'elle peut littéralement se transformer en une putain de bombe nucléaire. Alors je sais que je vais faire mon Han Solo dans Star Wars 7, mais c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne le cosmos. Alors je sais que je vais faire mon pleuriste et tout ça, mais c'est pas du tout une question de ça. C'est une question de la façon dont c'est adapté qui me gêne. Parce que dans le manga, on nous incite à nous dire que le cosmos, bah en fait c'est une sorte d'énergie à l'intérieur de notre corps que l'on peut faire exploser lorsqu'on l'utilise en combat. Par exemple, si on concentre suffisamment de puissance dans notre point, bah notre cosmos peut se développer à l'intérieur et se concentrer sur un seul point et se transformer en une sorte de supernova ou de météore, un peu comme ce que fait Seiya avec les météores de Pégase par exemple. Mais dans l'anime, on a fait du cosmos une sorte de pouvoir interdit qu'il est hyper difficile de maîtriser. En gros, on s'est inspiré des shonen récents en fait, c'est ça que vous essayez de me dire en fait. Ça veut dire que le cosmos d'Athéna, dans cet univers de Senseiya, bah ça équivaut à une sorte de bijou à queue. Bravo, franchement, les scénaristes, je vous applaudis. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils se contredisent eux-mêmes dans le même film. Parce que même après ça, t'as Marine qui vient expliquer exactement ce que je viens de vous dire à l'instant. Donc ça veut dire que le film se contredit lui-même sur ce qu'est le cosmos. Non mais est-ce que tu crois qu'un fan lambda va s'intéresser à l'univers de Senseiya en regardant ce film lorsqu'il va comprendre ce genre de choses, putain? Et après vous allez me dire, bah c'est bon, tu dis ça juste parce que t'as vu le manga Senseiya, mais si tu l'aurais pas vu, bah tu dirais pas ce genre de conneries, tu dirais pas que le film est mauvais, il serait pas numéro 1. Ouais, mais dans tous les cas, je le mets quand même numéro 1 parce que il est mauvais. Ce film est nul à chier.
mais dans tous les termes. Bon déjà, parlant des effets spéciaux, tu sens que c'est fait maison, hein, tu sens que c'est limite fait en studio et tu sens pas du tout la puissance des attaques, voire même le réalisme dans ce film-là. Et le film a coûté que 21 millions de dollars, ça se sent. Alors que quand tu apprends que les gars, ils ont produit Morbius qui est beaucoup plus cher que ce film-là, alors que Morbius est beaucoup plus moche que Senseiya. Non, c'est terrible. Mais bon, de toute façon, j'ai l'impression que cette année, niveau effets spéciaux, c'est vraiment la dèche. Genre, vraiment, on a atteint le niveau du mauvais goût. Mais bon, ça, je peux pas reprocher ça au studio d'effets spéciaux ou quoi que ce soit. C'est juste le manque de budget pour moi qui a le problème. Et ensuite, niveau personnage, bah déjà, on va parler de l'acting. Hein. Aucun acteur n'a l'air de montrer le meilleur de lui-même. Genre, vraiment, les acteurs sont vraiment la dèche. Ça se voit beaucoup trop. Vraiment, les gars ne donnent aucun meilleur d'eux-mêmes. Le pire, ça reste quand même Marine, parce que déjà, elle a un masque, du coup, on peut pas voir les émotions qu'elle a. Mais bon, en même temps, Marine, ça a jamais été un personnage émotif en même temps, donc ça paraît totalement compréhensible. Ça, on est Bean, le meilleur acteur de ce casting-là. Bah, même lui, j'ai l'impression qu'il est là pour le chèque. En fait, tous les grands acteurs que je cite depuis tout à l'heure, en fait, ils sont tous là pour le chèque. En fait, c'est obligé, il n'y a pas le choix. Et même niveau scénario, mais c'est catastrophique. Les gars, je vous jure, c'est mal écrit, c'est mal fait, c'est le film teen movie classique lambda que t'as vu 10 millions de fois. Il n'y a rien d'iconique, il n'y a rien de spécial, il n'y a rien d'intéressant, il n'y a pas de thème abordé, il n'y a rien. C'est un scénario type bâclé. C'est l'histoire d'un gars qui était faible au départ, mais qui va devenir plus fort parce que pouvoir de l'amitié, pouvoir du cosmos. Du coup, il va y avoir un climax aux effets spéciaux moches avec Iki en méchant principal. Et il y en a aussi Cassius en méchant principal. Mais justement, on va s'attarder sur Cassius. Dans le manga, aussi bien que dans l'anime, Cassius faisait peur. Déjà parce que dans le manga, on a vu qu'il avait coupé des têtes. Donc déjà, sacrée menace, surtout quand t'es un enfant de 12 ans la première fois que tu vois ce genre de truc. Et puis surtout, tu sentais que le gars, bon déjà avec cette énorme masse de muscles et sa tête qui fait un petit peu flipper, tu sens que le gars, il est pas là pour rigoler, il est là pour te terrifier jusqu'à la fin de ta vie. Et c'est pour ça que quand tu vois Seiya gagner contre lui, bah t'es un petit peu satisfait et tu vois que le gars, bah il est fort et qu'il a été capable de surmonter sa peur face à un gars qui était capable de le décapiter sa tête une bonne fois pour toutes. Et dans l'anime, c'est un peu pareil, même s'ils ont retiré le fait qu'il ait décapité des têtes par souci de censure, hein, forcément, bah le gars, même s'ils l'ont un petit peu adouci, bah, il reste quand même terrifiant et il sait en imposer. Déjà, cette grosse masse de muscles, c'est cette fée qui bah, s'est entraîné des années pour le défoncer. Bah, tu sentais que le gars, il était là pour... voilà, tu sentais qu'il en imposait. Là, quand tu vois un personnage comme celui-là, bon, déjà, tu vas l'oublier jusqu'à son nom, mais surtout, ouais, bah, c'est le gars... Voilà, le gros méchant balourd qu'il faudra battre, mais surtout, il a pas l'air balourd du tout. C'est juste un gars qui a des muscles et... Voilà, c'est tout. Tu mets Dwayne Johnson ou n'importe qui d'autre à la place, crois-moi, ce sera la même chose. Et parlons d'Iki, justement, le chevalier du phénix, encore une fois, je vais le comparer au manga, je sais que je suis chiant avec ça, mais pour que vous ayez un petit peu le contexte, dans le manga, Iki, c'était un personnage qui était colérique vis-à-vis des personnages de Kido, tout simplement parce que le gars il a été envoyé à l'entraînement sur une île ultra dangereuse qui a traumatisé des gens, du coup il a décidé de se venger contre tout le monde, même contre Shun, son propre frère, mais... Bah, dans l'adaptation live, bah, ils l'ont complètement retiré. Du coup, tu as affaire à Iki, qui est un personnage tertiaire et un antagoniste qui est censé apparaître dans une suite, qui, bien heureusement, au vu du flop et surtout au vu de l'intérêt qu'ont porté les fans vis-à-vis de ce film-là, ne verra jamais le jour. Et je pense qu'on est tous contents pour ça. Vous voulez le condensé de tout ce qui se fait de plus mauvais en ce moment dans Hollywood, bah vous avez la totale avec ce film-là. À savoir, bah, un film bâclé, qui reprend une licence ultra connue mais qui est saupoudrée d'américanité uniquement pour se faire du pognon sur l'œuvre originale. Tout ça sur le dos de l'auteur original du manga original. Tout ça uniquement pour se faire du pognon. Et on s'en fout de savoir ce qu'on met dedans. On a beau mettre un acteur ultra connu à l'intérieur, au moins ça fera du chiffre et ça fera parler de lui. Et on s'en fout des moyens qu'on y met. Du moment que les gens regardent, du moment qu'ils sont intéressés. En fait, les Chevaliers du Zodiaque, c'est exactement le même condensé que ce qu'on a eu avec Dragon Ball Evolution, Death Note et toutes les autres adaptations live, que ce soit de la part de Netflix ou des autres médias. À savoir, on s'en fout de savoir quels sont les médias qu'on prend. On va tout saupoudrer et on va en faire quelque chose de rentable uniquement pour se remplir les poches, et on s'en fout de ce que les fans peuvent penser au final. Parce que de toute façon, ce qui importe, c'est de se remplir les poches. Aucun moyen d'innover, aucun moyen de se dire qu'on peut raconter quelque chose. Bref, ce film pue la fainéantise à la mort. Franchement, ça vaut pas le coup d'aller voir ce film, les gars. Mais genre, vraiment pas du tout. Si vous avez jamais entendu parler de Senseiya, mais que vous avez quand même envie d'aller voir ce film, franchement, les gars, achetez le manga, hein. Il est disponible notamment dans un magasin qui s'appelle Le Comptoir du Rêve sur Toulouse.
Franchement, allez-y, allez m'acheter ça. Ou alors, si vous le trouvez pas, bah, sur la même ville, à quelques pas d'ici, à quelques quartiers d'ici, vous avez le crossover qui vous sert ces tomes-là. Ou sinon, au mieux, vous pouvez vous le faire livrer via Amazon ou via bah, n'importe quel autre média. Franchement, allez-y les gars, servez-vous, ça vous fera plaisir. Hein. Mais si vous n'êtes pas trop friand du manga, bah franchement les gars, allez voir l'animé. Il est disponible sur ADN avec toute l'intégrale, jusqu'à bah, l'arc de Poséidon. Et en ce qui concerne l'arc Hades, alors je crois qu'il y est sur Netflix, à moins qu'il ait disparu entre temps. Je ne sais pas, mais bon ça demande à être vérifié, donc n'hésitez pas à me confirmer dans les commentaires si c'est encore le cas aujourd'hui. Et en attendant, disons franchement que ce film, c'est vraiment le pire film de 2023, pour la simple et bonne raison qu'il regroupe tout ce qui fait que le cinéma non seulement va mal, mais surtout tout ce qui fait que les films de nos jours sont mauvais. Et j'y réfléchis un peu et je crois que la seule qualité qu'on aura à retenir de ce film-là, c'est que au moins on se dira, tout le monde en tout cas se dira, que en fait Senseiya Omega, bah c'était pas si mal finalement. On l'a fait les gars, ça y est, on a fait le flop 10 de 2023, santé. Du coup, je vous donne rendez-vous demain pour le top 10 de l'année. Soyez au rendez-vous. C'est trop sale, t'as fait trop de sale, c'est dommage.